La mission Lambert, séparée du collège par la largeur d'une rue, est située en haut de la ville. Elle occupe un terrain carré d'une soixantaine de mètres. À l'un des angles se trouve le logement de la famille. À côté, il y a la salle du culte, une grande salle nue avec des chaises, une table noire, un harmonium. Les chambres d'élèves occupent tout un côté du carré, 6 au rez-de-chaussée, 6 au premier étage. Il y a une cour fermée, un jardin bien entretenu avec un bassin ombragé, 2 tonnelles et 2 larges bancs. C'est dans cette demeure hospitalière que Manrad et son ami Azir passèrent 4 années. C'est là qu'ils goûtèrent bien des fois en commun une joie sans mélange, fruit de leur persévérance. C'est là que se cimenta entre eux une de ces amitiés que le temps ne peut pas détruire parce qu'elle n'a pour objet que la mutuelle estime et la mutuelle compréhension. Manrad ne tarda pas à perdre le complexe d'infériorité qui lui enlevait tous ses moyens. Quand il s'aperçut que ses camarades n'étaient pas des phénomènes, il se mit résolument au travail pour acquérir un rang honorable. Il ne tarda pas, tout comme son ami, à passer pour un bûcheur. Ni l'un ni l'autre ne considérait ce qualificatif comme une injure. Très vite on se le tint pour dit, et on les laissa tranquilles. Tous les dimanches, ils allaient dans la forêt, sous la conduite du chef, s'initier aux joies du scoutisme. Manrad s'étonnait que de graves personnes comme le missionnaire perdissent leur temps à des choses si puériles. Les bergers de chez lui faisaient donc du scoutisme sans le savoir? Pour la théorie, la morale, les différents articles de la loi de l'éclaireur, c'était inattaquable. L'enthousiasme des deux jeunes montagnards diminua beaucoup, cependant, lorsqu'ils constatèrent qu'un éclaireur, malgré tout, peut être hypocrite, jaloux, menteur. Mais il est vrai que le chef était un éclaireur au sens le plus noble du mot. Azir et Manrad ne tardèrent pas à subir ces sorties du dimanche comme des corvées. On ne les vit jamais rechercher un grade quelconque. Ils ne s'intéressaient qu'à leur travail de classe. Le chef s'en aperçut. Puisqu'ils donnaient satisfaction par leur conduite, ils ne pouvaient rien exiger de plus. Ils adoptèrent la même attitude au cours des réunions du soir à la salle du culte. Ils y allaient régulièrement, lisaient un verset de la Bible, comme tout le monde, chantaient des cantiques avec application, écoutaient respectueusement le commentaire du chef et revenaient dans leur chambre reprendre sans hésitation leur travail interrompu. On ne les voyait jamais demander un éclaircissement sur un verset quelconque, ni aller au salon se faire expliquer tel ou tel point de religion ou demander au pasteur de prier pour eux. Le missionnaire recevait souvent avec plaisir des visites de ce genre, plus ou moins sincères. Mais ces deux garçons, il sentait très bien qu'ils lui échappaient. Leurs deux volontés bien unies n'en formaient qu'une, difficile à apprivoiser. Il n'y avait pas moyen de les séparer. Pourtant, ils n'y mettaient aucune malice. Ils n'avaient aucune aversion pour la religion protestante.
Au contraire, à la longue, ils se prirent à l'aimer pour sa simplicité et son indulgence. Ils connurent à fond la Bible et le Nouveau Testament. Ils prenaient plaisir à chanter, même seuls, les cantiques qu'ils avaient appris à la gloire du crucifié. Souvent, dans le secret de leur cœur, ils prièrent comme ils avaient vu prier. Mais seules les études avaient de l'importance à leurs yeux. S'ils habitaient chez le missionnaire, c'était pour pouvoir mieux travailler. Leur volonté de réussir était farouche, leur fermeté inébranlable. Ils passèrent ainsi de gaieté de cœur 4 années, de 15 à 19 ans, les années d'adolescence, celles dont dépend pour chaque homme sa santé et son bonheur futur. Pendant le jour, c'était la classe. Le soir, après le culte, ils travaillaient à la lumière électrique jusqu'à 10 heures, puis allumaient une bougie et ne s'endormaient jamais avant minuit ou 1 heure du matin. Quelquefois, le muezzin du village kabyle les surprenait devant leur livre lorsqu'il lançait son chant matinal pour la première prière. Oh, les longues nuits d'hiver! Ils s'en souviendront toujours. La maison est plongée dans le silence. Dehors, le vent souffle, la pluie crépite sur les toits. Tout dort. Seuls, par les interstices des volets, leur chambre laisse filtrer une faible lueur. C'est la bougie qui brûle. Ils sont assis, enveloppés dans leur burnous, devant les cahiers ouverts, l'un en face de l'autre. Ils ne parlent pas, ils étudient. Ils luttent contre le sommeil. Leur pauvre cervelle est fatiguée. Ils envient les camarades qui déjà dorment sagement. Mais ils s'obstinent. Pendant 4 ans, ils ne sont jamais allés en classe sans être sûrs d'eux-mêmes, sans savoir à fond tout leur cours. Plus tard, lorsque Morad sera à l'école normale et qu'il ne pourra plus fournir le même effort, il s'apercevra avec stupeur que bien souvent, il s'était dépensé inutilement, qu'il avait risqué d'user sa santé. En plus de cet effort auquel il s'astreignait, il se privait le plus souvent qu'il pouvait. Les livres d'histoire naturelle avaient beau leur parler de calories, de rations, d'entretien et de croissance, ils n'en croyaient rien. Ils avaient acheté un réchaud et préparé leur repas eux-mêmes dans leur chambre. Des pommes de terre, toujours des pommes de terre. C'était facile à préparer, bon à manger. Pour Morad surtout, elles évoquaient de savoureux souvenirs. Mais au bout de 2 ans de ce régime, il se brouilla sincèrement avec elles. Quant à Azir, allez lui parler de pommes de terre si un jour vous faites sa connaissance. Quelquefois, pour changer, il prenait à la hâte vers 11 heures un repas froid. Un demi-pain pour 2, un pot de confiture à 70 centimes et c'est tout. Sur les 180 francs qu'ils touchaient chaque mois, ils en dépensaient chacun 80 et donnaient le reste à leurs parents. De temps en temps d'ailleurs, Ramdan et Mohand, le père d'Azir, allaient les voir et passaient la nuit avec eux. Ils se félicitaient tous deux d'avoir des fils si économes et les engageaient à persévérer.
Le père Ramdan était très heureux. Tout le monde au village disait du bien de Fouroulou, et vraiment les études ne coûtaient rien. Cependant, il est juste de dire aussi que l'aide de son fils lui manquait beaucoup. Bientôt, Ramdan fut obligé de renoncer à la paire de bœufs pour s'occuper uniquement de ses figuiers et de ses oliviers. Pendant les grandes vacances, lorsque l'étudiant rentrait chez lui, il se croyait obligé de l'entretenir autrement que les bergers. Une tasse de café le matin, de la viande de temps en temps, un peu de semoule pour le couscous. La famille s'habituait à ce luxe et les économies s'en allaient. Lorsque le jeune homme se présenta au brevet, il fallut emprunter pour lui acheter un costume et payer ses frais de séjour à Alger. Ramdan hésita longtemps avant de s'adresser à un usurier. Mais quand la chose fut faite, il admit avec facilité les avantages d'une telle transaction qui tire si bien un homme de l'embarras. Il finit par prendre goût à ces emprunts à longue échéance, et il se mit à s'endetter au fur et à mesure des besoins. Il en avait assez de lutter. Les temps devenaient de plus en plus difficiles. Il se déchargeait du poids de la famille sur le plus exigeant des créanciers, qui à son tour, au moment voulu, déposerait le fardeau alourdi par ses soins sur les épaules toutes neuves de Fouroulou.